La Burj Khalifa de Dubaï est la plus haute tour du monde. Elle compte parmi les plus formidables prouesses architecturales et techniques de l'histoire. L'imaginer a demandé une audace extraordinaire. La construire exige des nerfs d'acier. Il faut assembler des grues géantes, installer des fenêtres à des hauteurs vertigineuses et faire plus grand que jamais auparavant. Au départ, je les ai pris pour des fous. Ce chantier sans précédent a été filmé de l'intérieur par l'équipe chargée des travaux. Découvrez l'histoire de cet incroyable gratte-ciel et des individus qui ont risqué leur réputation et leur vie pour le construire. Tous ceux qui sont en dessous sont en danger. Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, accueille un géant d'architecture. Du haut de ses 828 mètres, la Burj Khalifa est le plus grand bâtiment de la planète. Cette tour, à plus d'1 milliard d'euros, a été inaugurée en grande pompe en 2010. C'est le couronnement d'une entreprise de très longue haleine. Quand les travaux débutent, 6 ans plus tôt, la parcelle de terre que le gratte-ciel occupe aujourd'hui n'est qu'un désert brûlé par le soleil. La première pierre est posée en septembre 2004. Se lancer dans un chantier aussi colossal requiert une planification sans faille. Le temps, c'est de l'argent. Des sommes très importantes sont engagées. Il faut terminer dans les temps pour récupérer son investissement. Le chef de chantier, David Bradford, doit faire en sorte que les délais soient respectés. J'étais ravi de décrocher le job. C'est un rêve qui se réalise. C'est le plus grand bâtiment au monde. Peu de gens ont cette chance. Alors que David se met au travail, les architectes sont encore en train de peaufiner les plans très complexes de la tour. Quand on construit un bâtiment comme celui-là, il faut aller vite. On ne peut pas attendre que toute la conception soit arrêtée. Sinon, on resterait 3 ans dans notre bureau avant de s'y mettre. Certaines parties du bâtiment sont encore à l'étude, mais les ouvriers travaillent déjà d'arrache-pied. Pour construire une tour aussi haute le plus rapidement possible, on utilise du béton armé à l'aide d'une technique appelée coffrage grimpant. À la base du bâtiment, l'équipe fabrique des moules dans lesquels elle introduit des barres d'armature avant d'y couler du béton. Quand le béton a durci, les moules sont montés au niveau supérieur et ainsi de suite jusqu'en haut. Grâce à cette méthode, la tour s'élève au rythme d'un nouvel étage par semaine. On pose le coffrage, on met l'armature à l'intérieur et on coule le béton par-dessus. Au bout de 12 heures, le béton durcit et on retire les moules. À l'aide de l'appareil de levage hydraulique, on les monte au-dessus du béton durci. Il monte automatiquement de 4 mètres à chaque fois. La Burj Khalifa a été conçue par le promoteur dubaïote Emaar. Son but est d'asseoir la position de la ville dans le milieu de la finance internationale, en édifiant le plus haut immeuble du monde. Pour y parvenir, le promoteur a fait appel à un cabinet d'architectes américains renommé Skidmore, Owings et Merrill, ou SOM. Leurs bureaux sont basés à Chicago, la ville qui a vu naître les gratte-ciel. L'ingénieur en génie civil, Bill Baker, le sait mieux que personne. Pour construire la plus grande tour de la planète, il ne suffit pas de prendre d'anciens plans et d'y ajouter des étages. Les dimensions de la Burj Khalifa posent des problèmes inédits.
On est au 90e étage de la Willis Tower, qui s'appelait avant la Sears Tower. Cette vue sur Chicago nous donne un aperçu de l'évolution des gratte-ciels. Ici, c'est l'Owen Center, l'ancien Standard Oil Building, qui est une structure tubulaire simple. Pour atteindre des hauteurs toujours plus élevées, les architectes doivent mettre au point de nouvelles techniques. Le prédécesseur de la Sears Tower, le John Hancock Center, a une structure tubulaire renforcée. La structure en X sur les 4 façades fixe les colonnes ensemble et donne l'impression qu'il s'agit d'un seul et même tube. Une des plus grandes avancées en matière de gratte-ciel date de la construction de la tour sur laquelle Bill se tient. Du haut de ses 442 mètres, la Willis Tower est restée le plus grand gratte-ciel du monde jusqu'en 1996. Elle se compose de plusieurs tubes. Elle est en fait constituée de 9 tours fixées les unes aux autres pour créer une seule et même structure rigide. Mais cette conception a des limites. Ces 9 tubes suffisent pour une hauteur de 442 mètres. Mais si on veut monter plus haut, par exemple à 700 mètres, il faut élargir la base. Du coup, la largeur n'est plus de 3 unités, mais de 5. L'encombrement au sol est beaucoup plus important et c'est plus difficile à vendre. Surtout, le bâtiment devient très profond. Dans une tour, on veut avoir une vue sur l'extérieur. Ici, les occupants sont trop éloignés des fenêtres. Ce plan est inutilisable. Pour créer une tour plus haute, avec des espaces intérieurs lumineux, Bill et son équipe ont imaginé une nouvelle technique. Pour la Burj Khalifa, on a choisi la technique du noyau renforcé. Le noyau est un hexagone au centre du bâtiment. Il permet de résister aux forces de torsion. Mais il est trop fin pour être mis à des hauteurs aussi élevées. Il doit donc être renforcé. Les renforts sont ces 3 ailes. Ce sont 3 murs qui forment des couloirs. On obtient donc un noyau renforcé par 3 ailes. À ma connaissance, cela n'a jamais été fait ailleurs. C'est une solution unique à un problème très intéressant. Grâce à cette technique, l'intérieur de la tour est baigné de lumière naturelle. Cette solution nous permet d'aller très haut, tout en ayant des espaces intérieurs clairs et spacieux. C'est comme si on était dans un immeuble de 10 étages, et non de 163. La base élargie de la tour permet de supporter le poids colossal de l'acier et du béton. À mesure que le bâtiment s'élève vers le ciel, il prend la forme d'une spirale. La structure est ensuite recouverte de panneaux de verre qui réfléchissent la chaleur et la lumière du désert. Si la Burj Khalifa était une automobile, ce serait une voiture de sport. Ce qui compte, c'est la performance. Et ce bâtiment offre ce qu'il y a de mieux. Cette qualité a un prix. Le coût des travaux est un secret bien gardé. Des chiffres ont été avancés et on n'est sans doute pas loin du milliard d'euros. Mais on n'a pas eu accès à cette information et le compteur tourne encore. Faire de ce projet à plus d'1 milliard de dollars une réalité est un travail de titan. Même les matériaux de construction les plus basiques doivent répondre à des critères bien particuliers. La résistance du béton a été cruciale. Le béton qu'on a produit pour ce chantier est unique en son genre. Ce béton est composé de 25 ingrédients différents. Il doit rester liquide pendant l'acheminement, puis durcir très rapidement. Mais l'utilisation d'un tel mélange est un défi en soi à Dubaï, où les températures peuvent dépasser 45 degrés. Si le béton est trop chaud, il se solidifie instantanément et il est inutilisable. On doit le couler de nuit quand les températures sont plus basses et ajouter de la glace et de l'eau froide.
3 pompes très puissantes propulsent le liquide dans les étages de la tour. En l'espace de 32 mois, ces pompes achemineront 165 000 mètres cubes de béton, une quantité suffisante pour faire un trottoir de 880 km de long. La structure en béton est ensuite recouverte d'acier de construction. À mesure que le gratte-ciel s'élève au-dessus du désert, les hommes et les machines travaillent à des hauteurs de plus en plus vertigineuses. Ok, je me lance. La ville de Dubaï accueille déjà 17 des 100 plus hauts gratte-ciel de la planète. Mais ils seront bientôt éclipsés par cette tour géante. Le rythme de construction s'accélère. La Burj Khalifa se dote d'un nouvel étage tous les 3 jours. L'idée, c'est de maintenir la cadence, de ne jamais interrompre les travaux jusqu'à ce que le bâtiment soit livré. Là, on pourra souffler. Les travaux battent leur plein, mais il reste encore un point essentiel à régler. Les architectes n'ont toujours pas déterminé la hauteur définitive de la tour. D'habitude, on fait de petits ajustements, mais cette fois, ce sont de gros changements. Les fondations ont été posées bien avant qu'on connaisse la taille finale du bâtiment. C'est un problème qui doit être résolu, et vite. Le record à battre est celui de la tour Taipei 100 à Taïwan, qui mesure 508 mètres. Au départ, les plans des architectes prévoient de ne monter que 10 mètres au-dessus. On ne voulait pas faire de promesses qu'on ne pourrait pas tenir. Mais ils ne tardent pas à s'apercevoir que la structure est assez solide pour mesurer 300 mètres de plus. La tour est devenue de plus en plus haute, jusqu'à atteindre 725 mètres. On a gardé cette hauteur pendant un certain temps, puis on est allé jusqu'à 800 mètres, et enfin 828 mètres. Une fois achevée, la Burj Khalifa s'élèvera à 828 mètres au-dessus du sol. Mais toute la question est de savoir si les fondations sont assez résistantes. Dès le démarrage des travaux, des analyses du sous-sol du site ont révélé un problème. Ce n'est pas comme à New York. Là-bas, on creuse sur 4 ou 5 mètres et on a du granit bien solide. Les fondations sont posées directement dessus. Ici, il y a une couche de sable de 3 ou 4 mètres de profondeur. Ensuite, il y a du grès et du calcaire fragile. Rien de très bon. Heureusement, la science offre une solution. L'avenir du gratte-ciel et de son poids colossal repose sur un principe scientifique, le frottement. Il existe 2 méthodes d'empilement. La première consiste à enfoncer des pieux de fondation directement dans la roche dure, qui supporte le poids de la structure. Mais ici, on a opté pour des pieux spéciaux. Le poids de la tour est supporté grâce aux frottements latéraux sur les pieux. Les fondations de la Burj Khalifa reposent sur la très forte adhérence créée entre le sol et les parois de chaque pieu. Sous la tour, 192 pieux sont enfoncés à 50 mètres de profondeur afin de supporter une dalle en béton de 3,70 m d'épaisseur. Ces fondations devront soutenir un bâtiment de plus de 500 000 tonnes. Face à une structure aussi colossale, les architectes ont prévu un petit degré de tassement dans leur plan. On a évalué le poids total du bâtiment et on estime qu'il devrait s'affaisser d'environ 75 mm. Mais les fondations devraient tenir. 3 ans après le coup d'envoi des travaux, la tour atteint 512 mètres et compte 141 étages. La Burj Khalifa est désormais le plus grand gratte-ciel de la planète. À
cette hauteur, la circulation des hommes et du matériel devient un vrai casse-tête. C'est un problème typique des grandes tours. On travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On descend les gravats et on monte le matériel pendant la nuit. Le matin et le soir, les équipes se relayent. Les ouvriers restent là-haut pendant toute la durée de leur poste. On ne peut pas se permettre de les faire descendre. Il y a des toilettes et des cantines là-haut. Ils peuvent manger sur place. L'équipe a loué 3 des plus grandes grues de construction au monde pour acheminer les matériaux. Ce sont des grues très spécialisées. Elles sont gigantesques. Elles pèsent 120 tonnes quand elles ne portent rien. Leur installation est une opération à haut risque, confiée à des spécialistes, Sharif et son équipe de monteurs de grues. Ils viennent des 4 coins du globe et ils ne parlent pas tous la même langue. Mais ils ont 2 choses en commun, des nerfs d'acier et une insensibilité au vertige. Leur mission consiste à assembler les grues et à assurer leur bon fonctionnement. La moindre erreur peut être fatale. Ils ne perdent jamais de vue la distance qui les sépare du sol. C'est fou qu'ils soient aussi à l'aise. Les grues sont équipées d'un mécanisme ingénieux de levage automatique qui leur permet de s'élever au même rythme que la tour. Dès qu'un étage est terminé, Sharif et son équipe ajoutent une section supplémentaire à la tour et lèvent un peu plus chaque grue. Manœuvrer la grue la plus haute du monde demande une bonne dose de sang-froid. Mohamed, qui est originaire du Pakistan, est un des rares professionnels à en être capable. Je travaille pendant 12 heures, de 7 heures du matin à 7 heures du soir. La rumeur a couru que le grutier vivait dans sa cabine, mais elle est beaucoup trop petite et inconfortable. Suspendue à 700 mètres au-dessus du sol, la cabine de Mohamed est presque 2 fois plus haute que l'Empire State Building. J'aime travailler en altitude. S'il le faut, je peux aller encore plus haut. Quelle que soit la hauteur, j'irai. En même temps que la tour s'élève dans le ciel, elle s'enfonce dans l'inconnu. Un élément en particulier est en train de devenir une menace de plus en plus sérieuse, non seulement pour les ouvriers, mais aussi pour le bâtiment lui-même. Quand on construit le plus haut gratte-ciel au monde, on ne doit rien négliger. Notre priorité, c'est de respecter les lois de la nature, la pesanteur, le vent, le soleil. Sur un gratte-ciel aussi vertigineux, l'élément le plus dangereux et le plus imprévisible est le vent. Quand on atteint une telle altitude, le danger, c'est en fait le vent. Ce n'est pas le poids de la structure et du revêtement extérieur. Ce n'est pas non plus la charge des personnes à l'intérieur qui est assez réduite. C'est le vent. Le vent qui souffle d'un côté de la tour peut la faire ployer et basculer. La tour John Hancock à Boston illustre parfaitement ce phénomène. Ce chef-d'œuvre d'acier et de verre, haut de 241 mètres, a été construit dans les années 1970. Mais de graves problèmes sont rapidement survenus. Même quand le vent était modéré, la tour se balançait et ses occupants souffraient du mal des transports. Plus de 5000 panneaux de verre se sont détachés et se sont écrasés sur le trottoir en contrebas. Le bâtiment a par la suite été entièrement repensé, ce qui lui a permis d'échapper à la démolition.
Pour éviter à la Burj Khalifa un sort similaire, l'équipe soumet le bâtiment à des tests dans une soufflerie. Peter Irwin est un ingénieur aérodynamique de renommée internationale. Ce sont les maquettes de différents bâtiments qu'on a testés. Celui-ci montre les formes inhabituelles que les architectes peuvent parfois dessiner. Celui-là est en train d'être construit en Chine. Quand on intervient pour des essais aérodynamiques, il y a deux aspects à étudier. Le premier consiste à déterminer la nature des vents dans la région du bâtiment. Le deuxième consiste à savoir en quoi cela affectera le bâtiment. Peter et son équipe estiment que la Burj Khalifa devra supporter des rafales pouvant atteindre 240 km/h. Mais la hauteur de la tour va l'exposer à un danger supplémentaire. Quand les bâtiments sont élevés et effilés, ils rencontrent un phénomène appelé décollement de tourbillons. Voici une maquette de gratte-ciel. Le vent souffle dans cette direction. Ce qui se passe avec un bâtiment comme celui-ci, c'est que des tourbillons viennent frotter la paroi, d'abord d'un côté, puis de l'autre. En soufflant de part et d'autre des parois de la tour, les tourbillons peuvent la faire osciller violemment. Peter et son équipe doivent s'assurer que ce phénomène n'endommage pas la Burj Khalifa. On a procédé à 3 améliorations aérodynamiques à la suite des tests en soufflerie. On a d'abord arrondi les coins des contreforts extérieurs. On a réduit la largeur de la tour à son sommet. Et pour finir, on a réorienté la tour en fonction de la direction des vents dominants. Le résultat, un bâtiment d'une remarquable stabilité, dont la forme peut résister au décollement de tourbillons. Cette forme désoriente le vent qui ne peut pas produire les violentes bourrasques de travers qui touchent beaucoup d'autres bâtiments. Le gratte-ciel est conçu pour résister aux vents violents qui soufflent à Dubaï. Sur place, la superstructure continue de grandir. Une fois achevée, la Burj Khalifa abritera 900 appartements, un hôtel de 160 chambres et 37 étages de bureaux. Le bâtiment consommera jusqu'à 36 MW d'électricité, de quoi alimenter une ville de 20 000 habitants. En cas de panne de courant, 5 gros générateurs prendront la relève. Mais d'abord, il faut installer ces énormes machines. 3 jours avant Noël, le Père Noël m'a apporté un générateur de 22 tonnes. Il y en a 5 en tout. Tiens-le. Doucement. Ne le quittez pas des yeux. On a combien? 26. Ça devrait être 22. Quelqu'un, quelque part, a commis une grave erreur. Chaque générateur doit peser 22 tonnes. Pourquoi on a 26 tonnes? Je ne sais pas. Vous êtes incroyable. Incroyable. Tout est réglé pour moins de 25 tonnes. Le palonnier est réglé sur 25 tonnes maximum. Les courroies font 6 tonnes chacune. Ça fait 24 tonnes et on essaie de soulever 26 tonnes. Tous ceux qui sont en dessous sont en danger. Pourquoi mes ouvriers sont-ils en danger? 26 tonnes, c'est sûr? Oui. Le générateur fait 4 tonnes de trop et les chaînes risquent de céder à tout instant. Descendez-le. Ce n'est pas une science exacte. C'est l'expérience qui prime. Je ne risquerai pas la vie de mes hommes ou de mes machines. Sur un chantier de cette envergure, la sécurité est primordiale. Il faut renforcer le matériel de levage avant d'acheminer les générateurs dans la tour. On les a fait passer par cette ouverture. Le premier était le plus dur, évidemment.
Après, on savait que ça marchait. On est dans la centrale électrique. C'est le cœur du bâtiment. C'est de là que provient l'électricité en cas de panne. Le chantier progresse, mais David Bradford est sous pression. Il doit absolument tenir les délais fixés. Je fais mon maximum pour fournir le meilleur travail possible. Il y a évidemment des répercussions sur ma vie de famille. Ma femme ne me voit pas beaucoup, mais elle ne se plaint pas. Quand je rentre à la maison, elle est déjà couchée et quand je me lève le matin, elle dort encore. Il n'est pas au bout de ses peines. Dans ce type de projet, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est le principe. Au moindre problème, les travaux sont interrompus et tout le monde perd de l'argent. Le matériel est immobilisé et les ouvriers sont au chômage technique. On ne peut pas se permettre de faire des erreurs. Il faut vérifier, revérifier. Tout doit être plus ou moins parfait à tous les niveaux du bâtiment. La superstructure est presque achevée, mais un élément pose problème. Les panneaux de verre censés recouvrir la tour ne sont toujours pas arrivés. Maintenant que la silhouette finale de la Burj Khalifa commence à se dessiner dans le ciel embrumé de Dubaï, les ouvriers doivent se dépêcher de la recouvrir de sa façade d'acier et de verre. La tour est de plus en plus haute et il faut la recouvrir afin de créer un espace intérieur dans lequel on puisse travailler, aménager les espaces, faire des opérations mécaniques. Pour rendre la tour habitable, il faut la fermer. Protéger la structure du vent, de la pluie et du sable est un travail de longue haleine. 24 348 panneaux doivent être assemblés et posés sur l'extérieur. Mais l'entreprise qui devait fournir ces panneaux a fait faillite. Les risques de dépasser les délais et le budget augmentent dangereusement. Chaque jour chômé, chaque décision qui n'est pas prise coûte une fortune. Heureusement, une entreprise locale a été appelée à la rescousse. Un consultant est là pour piloter les opérations. J'ai sauté dans un avion et je suis arrivé à Dubaï pour l'entretien. On m'a conduit sur place. On m'a expliqué en quoi consistait le travail. J'ai levé les yeux et j'ai dit « Waouh !» Mais il n'en était encore qu'à la moitié de la tour. J'étais très surpris. J'ai demandé où étaient les fenêtres et on m'a dit que c'était ça le problème. Ils n'avaient pas de modèle, pas de système. Je leur ai dit « C'est un boulot pour moi, je peux résoudre ce problème. » Le montage de la façade accuse maintenant un retard de 18 mois. Pour remettre le chantier sur les rails, John Zerafa monte une usine entièrement dédiée à la tour. Je savais que ce serait difficile, un vrai défi. Ils nous ont bluffés. Sitôt leur contrat signé, ils ont enchaîné la conception, la production des composants et les essais en seulement 4 mois. Voici le modèle de panneau utilisé pour la tour. Ce sont plusieurs panneaux assemblés. Il y en a un grand et un petit, avec un tympan en acier inoxydable et un arrondi vertical. Ça, c'est une ailette en acier inoxydable avec une finition miroir. Elle a encore ses protections, mais elles seront enlevées. Ces panneaux sont soulevés d'un seul tenant et suspendus, d'où leur nom de mur rideau. Ils sont fixés à l'élément du dessus. Recouvrir un gratte-ciel de verre est un choix très esthétique. Mais à Dubaï, c'est une opération délicate. On a ici un morceau de verre ordinaire. Les capteurs mesurent la température à l'intérieur de la boîte afin de déterminer quelle quantité de chaleur passe à travers la vitre. Si ce panneau était posé sur la façade, on saurait la température qu'il fait à l'intérieur du bâtiment. La température extérieure est de 46 degrés. C'est très chaud. Comme vous le voyez, on transpire un peu. 46 degrés, c'est beaucoup, mais ce n'est rien comparé à la température sous la vitre.
La température à l'intérieur de la boîte est de 98 degrés. Je ne connais pas beaucoup de gens capables de vivre dans un environnement pareil. La température à l'intérieur frôle le point d'ébullition. Si on posait des panneaux de verre ordinaires sur la façade, l'atmosphère à l'intérieur de la tour serait irrespirable. Mais l'équipe a la solution. Voici le verre utilisé pour la Burj Khalifa. Il a deux revêtements. À l'extérieur, on a une pellicule d'argent qui capte les rayons ultraviolets et les renvoie vers l'extérieur du bâtiment. Le revêtement intérieur est en titane. Il capture les rayons infrarouges. En renvoyant les rayons infrarouges et ultraviolets, cette vitre réduit considérablement la quantité de chaleur qui pénètre dans le bâtiment. Mais cette technologie a un prix. Entre les coûts de fabrication, d'acheminement jusqu'au site et de pose, on frise les 1500 € par panneau. Multiplié par 24 000 panneaux, ça fait beaucoup d'argent. 24 000 par 1500, ça fait plus de 36 millions d'euros. Quand le verre et l'aluminium arrivent à Dubaï, les ouvriers de l'usine assemblent les panneaux, puis les envoient directement sur le chantier. Un panneau peut mesurer jusqu'à 6,40 m de long et peser jusqu'à 750 kg. Tous les panneaux sont montés un par un et installés à la main. C'est très dangereux. Ces panneaux sont assez volumineux et si le vent se lève, c'est comme une immense voile. Ils sont difficiles à maîtriser. Si un panneau s'écrasait contre la tour, le verre se briserait et pourrait couper la jambe de quelqu'un en tombant. Il y a des risques. Les ouvriers poursuivent la pose des panneaux de verre sous l'œil vigilant de David Bradford, le chef de chantier. C'est un sacré progrès, croyez-moi. Je travaille sur ce chantier depuis 1 an. J'ai vécu l'enfer. Si je ne venais pas au travail, j'installerais mon télescope sur le toit pour vérifier que l'entrepreneur fait son boulot. Et si ce n'était pas le cas, je lui passerais un coup de fil pour lui demander des comptes. En un temps record, l'équipe rattrape son retard et les travaux peuvent commencer à l'intérieur. On a rattrapé tout le temps qu'on avait perdu. C'est vraiment incroyable qu'on y soit arrivé. Le mur rideau est presque terminé. Les travaux se poursuivent ailleurs sur le site, mais l'équipe doit relever un nouveau défi. Planter une flèche en acier de 350 tonnes au sommet du gratte-ciel. J'ai travaillé toute ma vie sur des chantiers, mais de cette ampleur, c'est inédit. Cinq ans après le début des travaux, la Burj Khalifa est presque terminée. À l'extérieur du bâtiment, un de ses éléments caractéristiques prend forme, les balcons les plus hauts du monde. Quand le client nous a fait cette suggestion, je me suis dit, les meubles auront intérêt à être bien accrochés. On va au centre de contrôle. L'ingénieur en aérodynamique Peter Irwin va exposer le problème simplement dans une soufflerie ultramoderne de l'Université de l'Ontario, dirigée par l'ingénieur John Comar. L'air souffle de ce côté. Il se contracte à travers ce tunnel de manière très uniforme pour se diriger ensuite vers l'angle numéro 1. Entendu. Notre but aujourd'hui, c'est de voir les effets du vent sur l'homme. Il va sans doute falloir les attacher fermement pour leur sécurité. Bien sûr, on va bien les arrimer au sol pour éviter qu'ils s'envolent. Ça va être intéressant. À Dubaï, la Burj Khalifa devra affronter des vents pouvant souffler jusqu'à 240 km/h.
Cette expérience va mettre en évidence les effets de ces vents violents sur une personne qui se tiendrait sur un balcon non protégé. On met la soufflerie en marche, Simon. Ça va monter à 110 km/h. Préparez-vous. OK. On est à combien? On va passer de 110 à 130. Dites-nous s'il y a un problème. 24. 130 km/h, cela équivaut à un ouragan de catégorie 1. Ça souffle beaucoup. Pouvez-vous faire 1 ou 2 pas en avant? D'accord, merci. Ça suffira. J'aimerais pas être sur un balcon du 120e étage avec un vent pareil. Afin d'éviter tout accident, les architectes ont mis au point des solutions pour protéger les balcons contre le vent. On a conçu ces balustrades vitrées qui empêchent le vent de souffler sur la plateforme des balcons. On a aussi mis ces cloisons pour éviter que le vent ne passe par-dessus les balustrades et balaye le sol. On a créé également ces treillages qui empêchent les courants descendants de s'engouffrer par le haut. Mais c'est à l'intérieur que se trouve la solution la plus ingénieuse. On a mis des alarmes sur chaque façade où il y a des balcons. Si la vitesse du vent dépasse notre seuil de sécurité, une alarme se déclenchera pour prévenir les gens de ne pas sortir à ce moment précis. Pendant ce temps, plus haut encore, la tour n'a pas tout à fait atteint son point culminant. Elle doit encore être couronnée d'un élément unique en son genre. Une flèche d'acier de 136 mètres de haut, pesant plus de 350 tonnes et mesurant 1,20 m de large à son sommet. Cette flèche est le point culminant du bâtiment. La question était de savoir comment terminer cette tour fuselée. Avec un sommet plat, elle aurait eu l'air tronquée. Il fallait qu'elle s'élance jusqu'au ciel. Mais reste à savoir comment hisser la flèche et la placer au sommet de la tour. La grue ne peut pas monter assez haut pour installer la flèche. Même une grue immense ne peut pas atteindre le sommet. Aucune grue au monde ne peut effectuer une telle opération. Et aucun hélicoptère ne peut soulever 350 tonnes d'acier. La flèche est trop lourde et sa destination finale trop élevée. Mais un ingénieur a trouvé une solution astucieuse. La flèche a été montée à l'intérieur de la tour et ensuite, à l'aide de vérins, elle a été extraite du bâtiment. Tous les principaux architectes et ingénieurs sont réunis pour regarder la flèche gagner son emplacement définitif. La flèche va être levée une dernière fois pour atteindre le sommet. C'est un grand moment. Quand la flèche a été hissée jusqu'à son emplacement final, on a ressenti une grande satisfaction. Hurrah! On a réussi. Maintenant que le dernier élément de la structure a été posé, il est temps de démonter la grande grue. Comme les autres grues ont déjà été retirées, il va falloir être habile et prudent. Comment démonter une énorme grue de 120 tonnes?
Ce n'est pas une mince affaire. Ils ont fait monter une grue de taille moyenne en pièces détachées. C'est cette grue moyenne qui a démonté la grande grue et descendu les éléments un par un. Ensuite, on s'est retrouvé avec une grue de 60 tonnes qu'il fallait aussi démonter. Alors, la grue moyenne a remonté une plus petite, qui a démonté la grue moyenne. Il ne restait plus qu'une petite qu'on pouvait démonter à la main. Pour la première fois, la silhouette de la Burj Khalifa est entière. L'équipe peut maintenant s'atteler au réglage des derniers détails. Ce gratte-ciel ne doit pas seulement être le plus haut du monde, il doit aussi être le plus beau. Et pour ce faire, une poignée de courageux va s'aventurer à des hauteurs vertigineuses. La Terre est loin. Oui. C'est très très haut. Après avoir abattu un travail titanesque, les ouvriers posent le dernier panneau de verre de la tour. La clé de ce projet, c'était l'organisation. Tout a été préparé au millimètre et à la seconde près. La course contre la montre est lancée. L'inauguration de la tour est prévue dans 3 mois et tout devra être terminé. Après 6 ans de travaux, elle est couverte de terre et de poussière. Mais il existe une solution simple. Des brigades de laveurs de vitres vont nettoyer la façade à la main, suspendue à des cordes. Ils vont astiquer chacun des 24 348 panneaux. Mais à 800 mètres de haut, il reste une mission à accomplir. À la nuit tombée, le gratte-ciel sera éclairé par des milliers de lumières décoratives. Et à l'extrémité de la flèche, 7 lumières doivent encore être installées. Le travail consistait à percer 7 trous dans la flèche. À leur place, j'aurais sans doute dit, il y a déjà 2000 ampoules, on laisse tomber les 7 dernières. D'en bas, personne ne remarquera rien. Mais les promoteurs tenaient à ce que tout soit parfait. Ils ont mis la barre très haut. L'équipe doit trouver un moyen d'exécuter cette ultime tâche. On ne peut pas monter d'échafaudage. La grue ne va pas jusque-là. Mick Flaherty, un cordiste chevronné, a la solution. Au départ, je les ai pris pour des fous. Comment voulez-vous faire ça en étant suspendu à une corde? Mick recrute un professionnel très entraîné pour diriger les opérations. C'est un spécialiste du rappel. Il travaille depuis de nombreuses années comme cordiste. Mais alors qu'il s'apprête à accomplir sa mission, une catastrophe survient. À cette altitude, on ne peut pas rester de marbre. C'est vraiment l'inconnu. Pendant qu'on grimpait à l'intérieur de la flèche, j'ai vu l'inquiétude dans ses yeux. Il a blêmi. Il s'est arrêté et il a dit « Je suis désolé ». Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et il a répondu « Je ne veux pas mettre ma vie en danger. Je ne peux pas le faire ». Mick n'a pas le temps de trouver un remplaçant. Il est au pied du mur. Il va faire le travail lui-même. C'est une opération à haut risque, dans des conditions extrêmes. Le plus dur, c'était la chaleur. L'environnement qu'il y a ici, à Dubaï, c'était un chantier lourd, dans des conditions très difficiles. Une équipe de tournage ne peut pas prendre le risque de l'accompagner. Mick filme donc lui-même. Le travail commence à l'intérieur de la flèche, où l'équipe perce 7 trous dans l'acier de 55 mm d'épaisseur. Et le tour est joué. Beau travail, Melchior. Merci.
Beau travail, Hector. À présent, c'est au tour de Mick d'entrer en scène. Il doit fixer les lumières depuis l'extérieur de la tour. On est arrivé au sommet de la flèche. J'ai préparé mon matériel et lancé les cordes en m'assurant qu'il y avait bien des nœuds au bout. Cette fois, c'est sérieux, d'accord? Très sérieux. Tout le monde est prêt? On est prêt. Ok, je me lance. La terre est loin. Oui. C'est très très haut. C'est tellement haut, ça paraît irréel. C'est bon, Jamil? Oui, c'est bon. Je descends. Quand je suis passé de l'autre côté et que j'ai commencé à descendre, j'étais surexcité. J'étais là, je regarde en bas ou pas? On a percé les trous dans l'acier, ensuite on a posé les boîtiers, et maintenant on va sceller le tout. C'est du mastic. Mission accomplie. Ces hommes ont des muscles en acier. Pas vrai, les gars? Voilà le secret. Aimer son travail. La Burj Khalifa a été inaugurée en janvier 2010. Du haut de ses 828 mètres, elle dépasse tous les gratte-ciels du monde de plus de 300 mètres. Sa réalisation a mobilisé des dizaines de milliers de personnes. Des ouvriers les plus consciencieux aux chefs les plus exigeants, en passant par quelques-uns des plus grands cerveaux de l'architecture. J'étais ravi de décrocher ce projet et je suis encore plus content de l'avoir mené à bien. Le résultat est là. C'est vraiment un bâtiment extraordinaire. Et voilà, c'est fini. La Burj Khalifa a été conçue par le promoteur dubaïote Emaar. Son but est d'asseoir la position de la ville dans le milieu de la finance internationale, en édifiant le plus haut immeuble du monde. Pour y parvenir, le promoteur a fait appel à un cabinet d'architectes américains renommé Skidmore, Owings et Merrill, ou SOM. Leurs bureaux sont basés à Chicago, la ville qui a vu naître les gratte-ciels. L'ingénieur en génie civil, Bill Baker, le sait mieux que personne. Pour construire la plus grande tour de la planète, il ne suffit pas de prendre d'anciens plans et d'y ajouter des étages. Les dimensions de la Burj Khalifa posent des problèmes inédits. On est au 90e étage de la Willis Tower, qui s'appelait avant la Sears Tower. Cette vue sur Chicago nous donne un aperçu de l'évolution des gratte-ciels. Ici, c'est l'Owen Center, l'ancien Standard Oil Building, qui est une structure tubulaire simple. Pour atteindre des hauteurs toujours plus élevées, les architectes doivent mettre au point de nouvelles techniques. Le prédécesseur de la Sears Tower, le John Hancock Center, a une structure tubulaire renforcée. La structure en X sur les 4 façades fixe les colonnes ensemble et donne l'impression qu'il s'agit d'un seul et même tube. Une des plus grandes avancées en matière de gratte-ciel date de la construction de la tour sur laquelle Bill se tient. Du haut de ses 442 mètres, la Willis Tower est restée le plus grand gratte-ciel du monde jusqu'en 1996.
Elle se compose de plusieurs tubes. Elle est en fait constituée de 9 tours fixées les unes aux autres pour créer une seule et même structure rigide. Mais cette conception a des limites. Ces 9 tubes suffisent pour une hauteur de 442 mètres. Mais si on veut monter plus haut, par exemple à 700 mètres, il faut élargir la base. Du coup, la largeur n'est plus de 3 unités, mais de 5. L'encombrement au sol est beaucoup plus important et c'est plus difficile à vendre. Surtout, le bâtiment devient très profond. Dans une tour, on veut avoir une vue sur l'extérieur. Ici, les occupants sont trop éloignés des fenêtres. Ce plan est inutilisable. Pour créer une tour plus haute, avec des espaces intérieurs lumineux, Bill et son équipe ont imaginé une nouvelle technique. Pour la Burj Khalifa, on a choisi la technique du noyau renforcé. Le noyau est un hexagone au centre du bâtiment. Il permet de résister aux forces de torsion. Mais il est trop fin pour être mis à des hauteurs aussi élevées. Il doit donc être renforcé. Les renforts sont ces 3 ailes. Ce sont 3 murs qui forment des couloirs. On obtient donc un noyau renforcé par 3 ailes. À ma connaissance, cela n'a jamais été fait ailleurs. C'est une solution unique à un problème très intéressant. Grâce à cette technique, l'intérieur de la tour est baigné de lumière naturelle. Cette solution nous permet d'aller très haut, tout en ayant des espaces intérieurs clairs et spacieux. C'est comme si on était dans un immeuble de 10 étages, et non de 163. La base élargie de la tour permet de supporter le poids colossal de l'acier et du béton. À mesure que la moindre erreur peut être fatale. Ils ne perdent jamais de vue la distance qui les sépare du sol. C'est fou qu'ils soient aussi à l'aise. Les grues sont équipées d'un mécanisme ingénieux de levage automatique qui leur permet de s'élever au même rythme que la tour. Dès qu'un étage est terminé, Sharif et son équipe ajoutent une section supplémentaire à la tour et lèvent un peu plus chaque grue. Manœuvrer la grue la plus haute du monde demande une bonne dose de sang-froid. Mohamed, qui est originaire du Pakistan, est un des rares professionnels à en être capable. Je travaille pendant 12 heures, de 7 heures du matin à 7 heures du soir. La rumeur a couru que le grutier vivait dans sa cabine, mais elle est beaucoup trop petite et inconfortable. Suspendue à 700 mètres au-dessus du sol, la cabine de Mohamed est presque 2 fois plus haute que l'Empire State Building. J'aime travailler en altitude. S'il le faut, je peux aller encore plus haut. Quelle que soit la hauteur, j'irai. En même temps que la tour s'élève dans le ciel, elle s'enfonce dans l'inconnu. Un élément en particulier est en train de devenir une menace de plus en plus sérieuse, non seulement pour les ouvriers, mais aussi pour le bâtiment lui-même. Quand on construit le plus haut gratte-ciel au monde, on ne doit rien négliger. Notre priorité, c'est de respecter les lois de la nature, la pesanteur, le vent, le soleil. Sur un gratte-ciel aussi vertigineux, l'élément le plus dangereux et le plus imprévisible est le vent. Quand on atteint une telle altitude, le danger, c'est en fait le vent. Ce n'est pas le poids de la structure et du revêtement extérieur. Ce n'est pas non plus la charge des personnes à l'intérieur qui est assez réduite. C'est le vent. Le vent qui souffle d'un côté de la tour peut la faire ployer et basculer. La tour John Hancock à Boston illustre parfaitement ce phénomène.
Ce chef-d'œuvre d'acier et de verre, haut de 241 mètres, a été construit dans les années 1970. Mais de graves problèmes sont rapidement survenus. Même quand le vent était modéré, la tour se balançait et ses occupants souffraient du mal des transports. Plus de 5000 panneaux de verre se sont détachés et se sont écrasés sur le trottoir en contrebas. Le bâtiment a par la suite été entièrement repensé, ce qui lui a permis d'échapper à la démolition. Pour éviter à la Burj Khalifa un sort similaire, l'équipe soumet le bâtiment à des tests dans une soufflerie. Peter Irwin est un ingénieur aérodynamique de renommée internationale. Ce sont les maquettes de différents bâtiments qu'on a testés. Celui-ci montre les formes inhabituelles que les architectes peuvent parfois dessiner. Celui-là est en train d'être construit en Chine. Quand on intervient pour des essais aérodynamiques, il y a deux aspects à étudier. Le premier consiste à déterminer la nature des vents dans la région du bâtiment. On a gardé cette hauteur pendant un certain temps, puis on est allé jusqu'à 800 mètres, et enfin 828 mètres. Une fois achevée, la Burj Khalifa s'élèvera à 828 mètres au-dessus du sol. Mais toute la question est de savoir si les fondations sont assez résistantes. Dès le démarrage des travaux, des analyses du sous-sol du site ont révélé un problème. Ce n'est pas comme à New York. Là-bas, on creuse sur 4 ou 5 mètres et on a du granit bien solide. Les fondations sont posées directement dessus. Ici, il y a une couche de sable de 3 ou 4 mètres de profondeur. Ensuite, il y a du grès et du calcaire fragile. Rien de très bon. Heureusement, la science offre une solution. L'avenir du gratte-ciel et de son poids colossal repose sur un principe scientifique, le frottement. Il existe 2 méthodes d'empilement. La première consiste à enfoncer des pieux de fondation directement dans la roche dure, qui supporte le poids de la structure. Mais ici, on a opté pour des pieux spéciaux. Le poids de la tour est supporté grâce aux frottements latéraux sur les pieux. Les fondations de la Burj Khalifa reposent sur la très forte adhérence créée entre le sol et les parois de chaque pieu. Sous la tour, 192 pieux sont enfoncés à 50 mètres de profondeur afin de supporter une dalle en béton de 3,70 m d'épaisseur. Ces fondations devront soutenir un bâtiment de plus de 500 000 tonnes. Face à une structure aussi colossale, les architectes ont prévu un petit degré de tassement dans leur plan. On a évalué le poids total du bâtiment et on estime qu'il devrait s'affaisser d'environ 75 mm. Mais les fondations devraient tenir. 3 ans après le coup d'envoi des travaux, la tour atteint 512 mètres et compte 141 étages. La Burj Khalifa est désormais le plus grand gratte-ciel de la planète. À cette hauteur, la circulation des hommes et du matériel devient un vrai casse-tête. C'est un problème typique des grandes tours. On travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On descend les gravats et on monte le matériel pendant la nuit. Le matin et le soir, les équipes se relayent. Les ouvriers restent là-haut pendant toute la durée de leur poste. On ne peut pas se permettre de les faire descendre. Il y a des toilettes et des cantines là-haut. Ils peuvent manger sur place. L'équipe a loué 3 des plus grandes grues de construction au monde pour acheminer les matériaux. Ce sont des grues très spécialisées. Elles sont gigantesques. Elles pèsent 120 tonnes quand elles ne portent rien. Leur installation est une opération à haut risque, confiée à des spécialistes, Sharif et son équipe de monteurs de grues.
viennent des 4 coins du globe et ils ne parlent pas tous la même langue. Mais ils ont 2 choses en commun, des nerfs d'acier et une insensibilité au vertige. Leur mission consiste à assembler les grues et à assurer leur bon fonctionnement. La Burj Khalifa de Dubaï est la plus haute tour du monde. Elle compte parmi les plus formidables prouesses architecturales et techniques de l'histoire. L'imaginer a demandé une audace extraordinaire. La construire exige des nerfs d'acier. Il faut assembler des grues géantes, installer des fenêtres à des hauteurs vertigineuses et faire plus grand que jamais auparavant. Au départ, je les ai pris pour des fous. Ce chantier sans précédent a été filmé de l'intérieur par l'équipe chargée des travaux. Découvrez l'histoire de cet incroyable gratte-ciel et des individus qui ont risqué leur réputation et leur vie pour le construire. Tous ceux qui sont en dessous sont en danger. Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, accueille un géant d'architecture. Du haut de ses 828 mètres, la Burj Khalifa est le plus grand bâtiment de la planète. Cette tour, à plus d'1 milliard d'euros, a été inaugurée en grande pompe en 2010. C'est le couronnement d'une entreprise de très longue haleine. Quand les travaux débutent, 6 ans plus tôt, la parcelle de terre que le gratte-ciel occupe aujourd'hui n'est qu'un désert brûlé par le soleil. La première pierre est posée en septembre 2004. Se lancer dans un chantier aussi colossal requiert une planification sans faille. Le temps, c'est de l'argent. Des sommes très importantes sont engagées. Il faut terminer dans les temps pour récupérer son investissement. Le chef de chantier, David Bradford, doit faire en sorte que les délais soient respectés. J'étais ravi de décrocher le job. C'est un rêve qui se réalise. C'est le plus grand bâtiment au monde. Peu de gens ont cette chance. Alors que David se met au travail, les architectes sont encore en train de peaufiner les plans très complexes de la tour. Quand on construit un bâtiment comme celui-là, il faut aller vite. On ne peut pas attendre que toute la conception soit arrêtée. Sinon, on resterait 3 ans dans notre bureau avant de s'y mettre. Certaines parties du bâtiment sont encore à l'étude, mais les ouvriers travaillent déjà d'arrache-pied. Pour construire une tour aussi haute le plus rapidement possible, on utilise du béton armé à l'aide d'une technique appelée coffrage grimpant. À la base du bâtiment, l'équipe fabrique des moules dans lesquels elle introduit des barres d'armature avant d'y couler du béton. Quand le béton a durci, les moules sont montés au niveau supérieur et ainsi de suite jusqu'en haut. Grâce à cette méthode, la tour s'élève au rythme d'un nouvel étage par semaine. On pose le coffrage, on met l'armature à l'intérieur et on coule le béton par-dessus. Au bout de 12 heures, le béton durcit et on retire les moules. À l'aide de l'appareil de levage hydraulique, on les monte au-dessus du béton durci. Il monte automatiquement de 4 mètres à chaque fois. Le bâtiment s'élève vers le ciel, il prend la forme d'une spirale. La structure est ensuite recouverte de panneaux de verre qui réfléchissent la chaleur et la lumière du désert. Si la Burj Khalifa était une automobile, ce serait une voiture de sport. Ce qui compte, c'est la performance. Et ce bâtiment offre ce qu'il y a de mieux. Cette qualité a un prix.
Le coût des travaux est un secret bien gardé. Des chiffres ont été avancés et on n'est sans doute pas loin du milliard d'euros. Mais on n'a pas eu accès à cette information et le compteur tourne encore. Faire de ce projet à plus d'1 milliard de dollars une réalité est un travail de titan. Même les matériaux de construction les plus basiques doivent répondre à des critères bien particuliers. La résistance du béton a été cruciale. Le béton qu'on a produit pour ce chantier est unique en son genre. Ce béton est composé de 25 ingrédients différents. Il doit rester liquide pendant l'acheminement, puis durcir très rapidement. Mais l'utilisation d'un tel mélange est un défi en soi à Dubaï, où les températures peuvent dépasser 45 degrés. Si le béton est trop chaud, il se solidifie instantanément et il est inutilisable. On doit le couler de nuit quand les températures sont plus basses et ajouter de la glace et de l'eau froide. 3 pompes très puissantes propulsent le liquide dans les étages de la tour. En l'espace de 32 mois, ces pompes achemineront 165 000 mètres cubes de béton. Une quantité suffisante pour faire un trottoir de 880 km de long. La structure en béton est ensuite recouverte d'acier de construction. À mesure que le gratte-ciel s'élève au-dessus du désert, les hommes et les machines travaillent à des hauteurs de plus en plus vertigineuses. Ok, je me lance. La ville de Dubaï accueille déjà 17 des 100 plus hauts gratte-ciel de la planète. Mais ils seront bientôt éclipsés par cette tour géante. Le rythme de construction s'accélère. La Burj Khalifa se dote d'un nouvel étage tous les 3 jours. L'idée, c'est de maintenir la cadence, de ne jamais interrompre les travaux jusqu'à ce que le bâtiment soit livré. Là, on pourra souffler. Les travaux battent leur plein, mais il reste encore un point essentiel à régler. Les architectes n'ont toujours pas déterminé la hauteur définitive de la tour. D'habitude, on fait de petits ajustements, mais cette fois, ce sont de gros changements. Les fondations ont été posées bien avant qu'on connaisse la taille finale du bâtiment. C'est un problème qui doit être résolu, et vite. Le record à battre est celui de la tour Taipei 100 à Taïwan, qui mesure 508 mètres. Au départ, les plans des architectes prévoient de ne monter que 10 mètres au-dessus. On ne voulait pas faire de promesses qu'on ne pourrait pas tenir. Mais ils ne tardent pas à s'apercevoir que la structure est assez solide pour mesurer 300 mètres de plus. La tour est devenue de plus en plus haute, jusqu'à atteindre 725 mètres.